Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci de votre fidélité, chers amis de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce dimanche 12 mai 2019. Donc voici les principales articulations. Les assassinats par balles se multiplient de plus en plus. Ce samedi soir, un homme a été tué en commune Manda et plus précisément dans la localité de Rubira. Les auteurs n'ont toujours pas été identifiés. Décidément, Gitega veut s'impliquer davantage dans la gestion des ONG internationales. Dans un récent Conseil des ministres, cette question figurait sur l'agenda. Et comme tous les dimanches, la deuxième partie de ce magazine sera consacrée à la rubrique Uwahuka. Et aujourd'hui, il sera question des violences basées sur le genre qui sont devenues monnaie courante au Burundi. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mozaneza. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce magazine par cette page sécuritaire où une personne tuée et un fusil de type Kalachnikov volé. Tel est le bilan d'une attaque menée par un groupe d'hommes armés non encore identifiés ce samedi soir dans la localité de Rubira en commune Manda de la province Bubanza. Le fusil appartiendrait au Zimbonirakure qui effectue des patrouilles dans cette localité. Le point avec Bonfils Nyongere. Les informations que nous détenons de nos sources à Rubira indiquent que la population de cette localité a été réveillée par des crépitements de fusils vers 23h de ce samedi. Les mêmes sources révèlent qu'il s'agissait d'une attaque dirigée contre une barrière des Imbonerakure qui font des patrouilles et des rondes nocturnes par un groupe armé non encore identifié. Une personne tuée lors de cette attaque, un fusil de type Kalachnikov, un chargeur semi-garni et une petite somme d'argent ainsi qu'un téléphone portable ont été aussi volés comme bilan de cette attaque. La victime de cette attaque armée s'appelle Apollinaire Bizimana. Selon nos sources à Rubira, précisément à la 10e transversale, il serait membre de la Ligue des jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Ces hommes armés ont échangé des tirs avec les forces de l'ordre pendant au moins une heure quart de temps, ce qui a provoqué une peur panique chez les habitants de Rubira et ses environs. La population de Rubira appelle au renforcement de sécurité et d'y craindre que la répression pourrait être dirigée contre les boucs émissaires, membres des formations politiques autres que le CNDD-FDD au pouvoir dans cette localité. Contacté à ce propos, Frédéric Tchongera, administrateur de la commune Manda, nous a signifié que la situation sécuritaire dans sa commune est relativement calme. Bon fils Nyongiri de la sécurité, passons à la page droits de l'homme. Pour parler d'un membre du parti CNL sur la colline Karombo, en zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi, qui est détenu au cachot de cette zone depuis hier soir. Il serait accusé d'avoir rendu visite à un autre membre du même parti, tabassé par les Imbonerakure de la colline Gahahe jeudi dernier, avant d'être incarcéré au cachot de la zone Rubirizi. Le point avec Emmanuel Niungeko. Arrêté ce samedi, Adolphe Habonimana a été conduit au cachot de la zone Rubirizi. La population de la colline Karombo révèle qu'il était allé visiter l'élève Jean-Claude Manirama qui a été violemment tabassé jeudi dernier par les Imbonerakure de la colline Gahahe. Cet élève a été mis au cachot de la zone Rubirizi. Il habite la colline Karombo et il est l'un des élus collinaires en zone Rubirizi et membre du CNL. C'était à 15h lorsqu'il est allé visiter une personne détenue pour l'aider à aller se faire soigner. Adolphe Manirama a été alors arrêté sur ordre du chef de colline Gahahe et mis au cachot de la zone Rubirizi. Arrivé sur les lieux, Frédéric Massabano, chef de la colline Gahahe, a signalé le responsable du service national des renseignements qui, à son tour, l'a appelé et a saisi ses téléphones. Il l'a livré aux policiers en présence du commissaire communal de la police et le chef du service de renseignement prénommé Jodassan. Ils l'ont mis au cachot, arguant qu'il était en
en train de suivre leur conversation. La population de la colline Karombo demande la libération de leurs camarades. Nous avons été étonnés par le chef de colline Gahahe qui fait arrêter une personne d'une colline qui n'est pas sous sa responsabilité. Nous demandons qu'il soit relâché du moment où il est seulement victime de son parti Senel. Nous avons essayé de contacter Bonaventure Nimbona, chef de zone Rubirizi, mais sans succès. Simeon Boutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, nous a promis qu'il va faire une enquête en rapport avec la détention de ce citoyen. Entre-temps, l'élève Jean-Claude Manirama, détenu au cachot de la zone Rubirizi depuis jeudi soir, a été remis ce samedi à sa famille pour le faire soigner dans la mesure où il a été torturé par les Imbonerakure. Emmanuel Niungeko, droits de l'homme toujours, au moins 3 assassinats et 4 cas de torture ont été enregistrés au Burundi au cours de la semaine qui s'achève. Le rapport hebdomadaire de l'organisation SOS Torture parle également d'une dizaine d'arrestations arbitraires au cours de la semaine. Le contenu du rapport avec Émile Nivasumba. SOS Torture Burundi rappelle que le 4 mai dernier, les corps de 2 hommes non identifiés ont été respectivement découverts sur les collines Gabiro Ruviagira et Monika 1er, commune Rugombo, province Chibitoke. Un autre corps d'un homme a été découvert dans la même province, dans un champ sur la transversale 3, colline Rukana, commune Rugombo, 3 jours plus tard. Des témoins rapportent qu'il a reçu plusieurs coups de machette. Selon SOS Torture, les auteurs de ces assassinats n'ont pas été identifiés. Sur le dossier des tortures, SOS Torture évoque le cas d'un certain Salomon Wizindavi qui a été torturé par des Imbonerakure dans un bistrot de la colline Nyenhakara, zone Wigina, commune Kayogoro, province Makamba. Aujourd'hui, Wizindavi a du mal à se tenir debout, comme son corps ainsi que ses organes génitaux ont été ligotés durant la séance de torture et de traitement cruel et inhumain, indique SOS Torture. Selon l'organisation, la police n'a arrêté aucun suspect, bien que la victime ait identifié certains de ses agresseurs, dont Nathan Bimenimana, représentant de la milice Imbonerakure à Wigina, et Athanas Nheturuye, chef de la colline Nyenhakara. À part Wizindavi, l'organisation SOS Torture souligne que les Imbonerakure ont torturé 3 autres personnes au cours de la semaine à Muyinga et à Makamba. Le rapport de SOS Torture parle également de 13 arrestations arbitraires dont la plupart des victimes ont été des membres du Congrès national pour la liberté, le parti d'Agathon Gwassa. Accusé sans preuve de tenir une réunion illégale, le journaliste de la RTNB Claude Nshimirimana a été détenu par la police de Kabezi pendant 4 jours pour être relâché ensuite sans aucune forme de procès, rappelle l'organisation SOS Torture dans son rapport du 4 au 11 mai 2019. Je vous le disais en titre, le gouvernement burundais compte instaurer un guichet unique pour le suivi des ONG étrangères, et ce pour une bonne collaboration entre le gouvernement et ces ONG. C'est du moins un des points qui était à l'ordre du jour lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi. Selon Prosper Ntagwamiye, porte-parole du gouvernement Nkurunziza, ce projet de loi régissant les ONG étrangères permettra d'assurer une meilleure coordination des pays. Des aides plutôt destinées aux pays suivis. Le projet en rapport avec la mise en place d'un guichet unique a pour but d'apporter une solution aux différents problèmes que rencontrent les ONG étrangères dans le suivi de leurs dossiers en rapport avec leur implantation au Burundi. En effet, plusieurs ministères interviennent dans la gestion des dossiers d'agrément, d'enregistrement, du protocole d'exécution et d'implantation d'une ONG étrangère sur terrain, ce qui est de nature à compliquer ou ralentir les procédures. La mise en place d'un guichet unique pour la gestion de tous les rapports entre le gouvernement et les ONG étrangères qui veulent s'implanter au Burundi facilitera la collaboration entre les services concernés et contribuera dans la rapidité du traitement des dossiers. En ce qui concerne le projet en rapport avec la mise en place d'un comité interministériel de suivi et évaluation, la loi portant cadre général de coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères
étrangère a été actualisé en 2017 afin d'assurer une meilleure coordination de l'aide pour plus d'efficacité. Il était apparu en effet qu'une part importante de l'aide passe par les ONG et qu'une grande partie est affectée à leur fonctionnement au détriment des activités de développement. Les différents forats tenus sur l'efficacité de l'aide ont été unanimes pour reconnaître que celle-ci, pour être efficace, doit s'intégrer dans les circuits administratifs et financiers des pays bénéficiaires. Cela n'est possible que si le gouvernement obtient des rapports réguliers et vérifiés sur la nature et la hauteur des interventions des ONG pour une meilleure coordination des dites interventions. La mise en place d'un comité interministériel de suivi et évaluation des organisations non gouvernementales étrangères au Burundi est proposée dans ce cadre. Après analyse de ces deux projets, le Conseil a constaté qu'il nécessitait d'être retravaillé quant au fond et les a retournés. L'équipe désignée pour les retravailler devra les avoir apprêtés dans un délai d'une semaine. Un autre point soulevé lors de l'analyse de ce projet de loi, c'est le recrutement du personnel qui se fera désormais sur base de l'appartenance ethnique et en respect du critère genre. Encore une fois, Prosper Naogwami. De décret portant organisation, composition et fonctionnement des comités de recrutement du personnel local par les organisations non gouvernementales étrangères au Burundi. Ce projet de décret a pour objet de doter les ONG opérant au Burundi d'un cadre de procédure claire et cohérente pour le recrutement des employés locaux conformément aux dispositions de la loi portant cadre général de coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères. Il indique les démarches à suivre dans ce recrutement pour tenir compte des équilibres ethniques et de genre prévus par la Constitution de la République du Burundi en vue de corriger les déséquilibres constatés et contribuer à la cohésion sociale. La volonté de corriger ces déséquilibres s'inscrit dans les politiques et pratiques du gouvernement que ces ONG ont la mission d'épauler. Il est prévu des sanctions pour tout manquement aux dispositions du présent projet, que ce soit envers les candidats qui auront menti sur leur identité, que ce soit à l'endroit des membres des comités de recrutement qui auront manqué à leurs obligations. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant finalisation par une équipe désignée à cet effet, avec entre autres recommandations de vérifier si le texte doit être pris sous forme de décret ou sous forme d'ordonnance ministérielle. Et en page société, l'on parle des plaintes des commerçants du marché provisoire d'Okinama, situé au nord de la ville de Bujumbura. Des flaques d'eau et de la boue ont envahi leur stand en cette période pluvieuse. Aujourd'hui, ils craignent d'attraper des maladies et demandent à la mairie de tout faire pour leur restituer l'ancien marché en rénovation depuis plus de 3 ans. Plus de détails avec Hermès Nivandetse. La saleté est la première chose qui saute aux yeux lorsqu'on arrive à ce marché situé près de la zone Kinama, c'est au nord de la capitale de Bujumbura. Des nids de poules remplis d'eau, une place boueuse et des ordures éparpillées ici et là font partie du marché. Les stands occupent un petit périmètre, ce qui ne facilite pas le moyen d'éviter les flaques d'eau. Aussi, recevoir un client n'est pas chose facile suite à la boue et aux ordures. Le toit des stands sont recouverts d'herbes et de sacs en plastique. Les commerçants de ce marché provisoire de Kinama déclarent travailler à perte car les clients ne s'aventurent plus à ce marché. Ils craignent d'y attraper le paludisme ainsi que les maladies liées aux mains sales suite au manque d'eau potable et les latrines sont peu nombreuses. Ces commerçants sont remontés contre la mairie de Bujumbura car ils ne comprennent pas pourquoi les travaux de réhabilitation du marché de Kinama sont au point mort alors qu'ils se sont acquittés des contributions leur exigées. Vous saurez que même les commerçants de Kanyosha, au sud de la capitale Bujumbura, dans la commune de Muha, sont aussi dans une situation similaire, à la seule différence que les travaux de réhabilitation sont finis et qu'ils attendent sa réouverture. Merci à toi Hermès Nivandit. C'est une courte pause et nous entamons la deuxième partie de ce magazine. Pour ceux qui viennent de nous capter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur notre site web, le www.rpia.bi, ou sur nos différents comptes, que ce soit Twitter, YouTube ou SoundCloud.
Place maintenant à la rubrique Uwahuka qui nous parle aujourd'hui des violences basées sur le genre, des crimes qui se multiplient de plus en plus au Burundi. Les invités de la rubrique reviennent sur les textes de loi burundais qui sanctionnent ces crimes, les raisons à l'origine de l'augmentation de ces crimes, ainsi que des solutions pour revaloriser la vie des femmes et filles au Burundi. À la présentation, vous serez avec Inès Gakitsa. Uwahuka. Les femmes et filles burundaises sont de plus en plus victimes des violences basées sur le genre dans différentes localités du pays. Les 3 premiers mois de cette année 2019, plus de 300 femmes ont osé demander justice pour les crimes dont elles ont été victimes. En 2018, environ 10 000 cas de VBG ont été répertoriés dans tout le pays. Pourquoi ces crimes sont commis à une allure de plus en plus inquiétante que prévoit la loi burundaise et pourquoi les auteurs ne sont pas sanctionnés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vie des femmes et filles retrouve sa valeur et soit respectée comme avant? Justine Nkurunziza du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité et maître Lambert Nigarura sont nos invités d'aujourd'hui. À la présentation, Inès Gakitsa, bienvenue. La violence basée sur le genre, VBG, est tout acte de violence basé sur le genre qui est de nature à causer du mal ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes. Entre autres formes de VBG figurent les sévices corporels manifestes, la privation des ressources nécessaires au bien-être, les mauvais traitements psychologiques comme la privation de la liberté, la trafic humaine et autres. Au Burundi, toutes ces formes de VBG sont enregistrées. Des enfants-filles sont abusés sexuellement par leurs éducateurs. Des femmes et filles sont violées avant d'être assassinées. Les épouses sont assassinées ou torturées par leurs époux. Des jeunes filles et femmes sont trompées et conduites dans des pays, surtout arabes, pour servir comme esclaves domestiques et ou sexuels. Et des administratifs privent de plus en plus la liberté des femmes et filles de leur circonscription en instaurant des couvre-feux uniquement à leur égard. Des chiffres disponibles prouvent que la situation devient de plus en plus inquiétante au Burundi. mu gutwi n'ijwi ry'abanyagihugu. Le ministère de la Justice parle de 310 cas de violence basés sur le genre portés devant ces instances durant le seul premier trimestre de cette année 2019. Et l'année dernière, 2018, la campagne Tolérance Zéro au VBG du Burundi a pu relever 9500 cas de VBG. Les crimes en cours au pays et restés impunis depuis plusieurs années favorisent la dévalorisation et la banalisation de la vie humaine, interprète le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, d'où l'augmentation de ces violences faites aux femmes. Justine Nkurunziza est du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Au niveau du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, nous sommes vraiment scandalisés par ce qui se passe, parce qu'il n'y a plus de respect, des droits humains. Le crime est devenu une chose normale et je pense que
La cause à tout ça, c'est on a laissé faire depuis longtemps. Les gens, les jeunes, on a appris aux jeunes de tuer, on continue à leur apprendre à tuer. Donc pour eux, tuer c'est comme boire de l'eau. Donc quelqu'un qui a tué pendant longtemps, qui s'est sali les mains, qui a tué ses voisins, c'est soi-disant ennemi. Il va pas hésiter à tuer les siens. Donc parce que si jamais il lui manque des gens à tuer, il va finir par s'attaquer aux gens de sa famille comme ils le font maintenant. Il n'y a plus de honte. Le crime n'est plus un mal. C'est vraiment quelque chose qui est devenu très très normal. Et le gouvernement sautait et la population sautait. Donc ça devient très très grave. Il y a des fois même où on pense que c'est satanique. La montagne, à ses pères, ses frères, ses maris pleins de haine, à celles qui ne l'ont pas vécu, qui militent malgré tout, à celles qui sans aide n'auraient pas tenu le coup. Les VBG résultent, selon une étude faite par le réseau mondial qui milite pour l'égalité du genre, Intelligence Gender Working Group, entre autres, de la manifestation de rapports des forces historiquement inégaux entre hommes et femmes et du statut de subordination des femmes au sein de la société. Honteuses d'avouer les crimes commis à leur égard, très peu de victimes des VBG optent pour le silence pour éviter la stigmatisation de leur entourage. Selon la campagne Tolérance Zéro au VBG, seuls 4004 cas ont été portés devant la justice de 2016 à 2018, alors que pour la seule année 2018, 9500 cas ont été répertoriés. Pourtant, la loi burundaise est claire et prévoit des sanctions contre les auteurs, comme le souligne Maître Lambert Nigarura. Quand on parle de violence basée sur le genre, il faut automatiquement comprendre qu'il s'agit de tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et pouvoir causer aux femmes et aux filles un préjudice. Et au Burundi, donc, ces violences sont devenues monnaie courante et des fois, spécialement le viol, est utilisé comme arme de guerre. Et ce qui est paradoxal, c'est que la loi burundaise est claire, la loi pénale prévoit et réprime convenablement ces violences. Et je citerai d'ailleurs l'article 198 qui classe le viol comme l'élément constitutif du crime contre l'humanité, qui reprend d'ailleurs textuellement la définition du viol comme élément constitutif du crime contre l'humanité dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et d'autres violences basées sur le genre, comme les violences domestiques qui sont prévues effectivement par le Code pénal dans ces articles 555, 56, et les violences psychologiques, les violences économiques, et tout ça c'est bien prévu par la loi burundaise. Et là je citerai, par la loi pénale, il y a aussi un plan d'action national visant la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes. Et cette résolution a été adoptée par le Burundi en 2011. Il y a donc un plan national visant sa mise en œuvre, mais malheureusement, tout est mis à côté. En quelques années, lui plongera sa peine. Elle a jamais se sent sale et veut s'ouvrir les veines. Ces êtres sont-ils les créatures de l'enfer? Peuvent-ils encore regarder en face leur propre mère? Aucune sanction à la hauteur de leur vice, ni la tôle, ni la mort, à part subir les mêmes supplices. Pourquoi alors cette impunité? Les VBG sont commis au sein ou par les familles, la communauté et l'État. Au Burundi, l'État revient dans différentes opinions comme promoteur de ces crimes dont sont victimes les femmes et filles burundaises. Maître Nigarura ajoute que les VBG semblent être devenus une arme de guerre utilisée par le régime en place au Burundi, d'où le manque de volonté pour sanctionner ce crime qui prend de plus en plus de l'ampleur et sous ses différentes formes.
on constate qu'il y a un manque de volonté manifeste de la part des autorités burundaises. Parce que souvent, cela s'explique probablement que le fait que ces crimes sont commis par les agents de l'État et les victimes sont généralement les opposants au régime ou perçus comme tels, et finalement la justice burundaise qui est devenue un outil de répression ne peut pas et n'est pas à la mesure de poursuivre les auteurs de ces crimes qui sont des agents de l'État. Et c'est ça le plus grand problème, sinon la loi était claire, tout est mis à côté du fait qu'aujourd'hui les autorités burundaises, les priorités ce n'est pas de lutter contre ces crimes, surtout si ces crimes sont utilisés comme armes de guerre, si ces crimes sont utilisés pour réprimer les opposants, pour réprimer les femmes et filles de l'opposition. C'est dommage, mais quand même c'est une triste réalité. Le cadre légal est là, mais le problème, le manque de volonté de l'appareil judiciaire et des autorités burundaises. Face à ce manque de volonté politique, le mouvement des femmes et filles appelle à la revalorisation de la vie humaine au sein de la famille et par les églises, ainsi au respect de la vie des femmes et filles. La justice devrait se ressaisir et sanctionner les auteurs de ces crimes. Il n'y a plus d'interdit au Burundi. Les gens s'entretuent et ces crimes sont impunis. Même en cas d'arrestation, ils retrouvent sur peu leur liberté. Sans justice, ces crimes se propageront partout et dans toutes les familles. Les parents devraient revenir sur l'éducation de leurs enfants, leur rappeler et insister sur la valeur de la vie humaine. De même que les églises, qu'ils insistent sur la gravité de ces crimes, le sang ne reste jamais impuni. Le gouvernement, les églises, les écoles et les familles qui s'activent tous. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final à la rubrique Uwahuka de ce 12 mai 2019. Merci aux invités et aux collègues qui ont participé à cette production. Bon dimanche à tous. Uwahuka. Merci à toi Inès Gakidzaï, c'est sur cette rubrique Uwahuka que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce dimanche 12 mai 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Aimé Steve Niungeko qui ont assuré la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi,
un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.